Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment content d'être ici ce matin pour finalement présenter un peu, donner un aperçu en fait de mon programme de recherche je suis chercheur scientifique environnement, changement climatique Canada. Puis dans le fond, comme un peu, je pense que c'est intéressant. Je pense que le CEP justement a ouvert la possibilité aux chercheurs à l'extérieur des universités de devenir membres réguliers. Puis je pense que c'est une belle ouverture. Puis je me rappelle d'une présentation que Sylvie Gauthier avait faite au CEF à l'époque, dans le fond, sur justement c'est quoi être un chercheur scientifique dans un organisme gouvernemental. C'est que j'ai orienté un petit peu ma présentation dans ce sens-là. Donc je vais y aller un petit peu avec mon parcours académique puis professionnel. Puis après ça, je vais y aller avec juste un aperçu en fait de mon programme, puis quelques projets en fait qui sont en cours. Je vous encourage à venir me voir là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de parler du programme de recherche ou dans le fond de faire de la recherche à l'extérieur des universités, tout ça. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Donc moi je viens d'Alma, au Lac-Saint-Jean, puis je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. En fait, j'avais plein de passions, de trucs puis qui m'intéressaient. Puis venant d'une région justement forestière avec beaucoup d'aménagement forestier, c'est sûr que l'aménagement forestier, je voulais aller du côté des sciences naturelles, mais je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Est-ce que je vais faire de la géologie, je vais faire de la biologie? Ça m'a tourmenté longtemps jusqu'au moment où il y a eu l'erreur boréale qui est apparue, que j'ai écouté l'erreur boréale, et oui, je suis un enfant de l'erreur boréale, c'est-à-dire de faire un constat justement qu'il y a eu une problématique en fait avec l'exploitation de la forêt au Québec, puis je voulais faire partie de la solution, puis ça m'a encouragé en fait à aller de m'orienter vers l'écologie forestière avec une motivation à concilier en fait les enjeux d'aménagement forestier puis de biodiversité. Donc ça, c'est en 99. J'aime bien en fait ramener cette vidéo-là, je la présente à l'occasion. Donc il y a deux acteurs ici sur la vidéo. Le premier, c'est le pic à dos noir. Le deuxième, c'est une débardeuse, une machinerie en fait pour préparer le terrain pour une plantation. Puis même plusieurs années après l'erreur boréale, on peut voir que les enjeux, on voit, demeurent réels entre la conciliation, entre la préparation de terrain, l'aménagement forestier, puis des enjeux de biodiversité. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on voit un pic à dos noir qui niche dans la coupe, puis on voit une préparation de terrain qui abat tous les chicots pour pouvoir faire la plantation. Donc, on voit que ce chicot-là, il n'est pas resté debout, il est parti. Donc, c'est un peu ça qui me motive à faire de la recherche. Donc, je suis allé faire mon bac à l'Université Laval en biologie. Ensuite, je suis allé faire ma maîtrise en sciences forestières à l'Université Laval, sous la direction de Louis Bélanger, sur un mémoire qui touchait, dans le fond, la restauration passive des sapinières mixtes dans le Bas-Saint-Laurent, puis de voir si les peuplements qui ont été affectés par la tordeuse après une trentaine d'années pouvaient avoir des attributs de vieilles forêts. Ensuite, j'ai fait mon doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi, sous la direction de Jacques Barzabal, puis la co-direction de Jean-Pierre Savard, sur l'écologie de nidification du pic à dos noir en forêt boréale non brûlée. Donc ça, c'est important, mais je peux vous en parler plus tard si vous voulez, mais le non brûlé est très important ici. Ensuite, dans le fond, mes premières expériences de travail, ça a été premièrement d'être assistant de terrain. J'ai eu l'opportunité de faire un stage à Lausanne, en Suisse. J'ai été assistant de terrain à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où j'ai travaillé sur les enjeux de vieilles forêts. On a parcouru les cantons de Vaud et de Jura, puis essayé de documenter les petites parcelles de vieilles forêts qui restaient dans ces cantons-là. Puis ça m'a permis de créer des liens, en fait, avec des gens là-bas que je continue à côtoyer, puis à pouvoir avoir des échanges avec eux. Ensuite, j'ai été biologiste au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Puis, de 2009 à 2013, j'étais dans le même ministère, mais qui portait pas le même nom. J'étais biologiste-chercheur sur les oiseaux de proie, puis de concilier, en fait, les enjeux de développement éolien, puis de biodiversité, principalement les oiseaux de proie, les chauves-souris, des choses comme ça. Ça a été vraiment très intéressant, mais je ne vous présenterai rien là-dessus aujourd'hui. Ensuite, je suis chercheur scientifique depuis 2013 en environnement, changement climatique Canada, puis professeur associé à l'UQAC à l'Université Laval depuis quelques années. Donc, j'ai un parcours un peu hétéroclite, qui fait que de moi, probablement le seul, en fait, chercheur à Environnement Canada à porter des bottes Viking quand je vais sur le terrain. Donc ça, je pense que ça reflète quand même assez bien, dans le fond, mon programme de recherche, c'est-à-dire axé sur l'ontologie, mais avec un accent d'aménagement durable des ressources. Ensuite, c'est quoi les mandats d'un chercheur Environnement Canada ou même de façon générale au gouvernement, en fait? C'est de faire de la recherche appliquée
pour être en mesure de pouvoir amener de l'information qui peut être utilisée pour que ce soit mieux documenté, mieux connaître, dans le fond, les menaces et les causes de déclin d'espèces en péril, d'amener des informations pour supporter, dans le fond, le développement durable de ressources naturelles, puis aussi un enjeu important qui est les changements climatiques. Donc, il y a vraiment un enjeu lié sur, pas un enjeu, mais des mandats de recherche, mais il y a aussi une importance qui est liée, dans le fond, au support aux engagements internationaux du Canada, puis de travailler justement en support avec les initiatives fédéraux ou provinciales. Comme par exemple, j'ai eu l'opportunité cette année, dans le fond, de faire partie de la délégation canadienne pour les négociations du GIEC, donc d'être expert scientifique auprès de la délégation canadienne pour supporter les négociations de notre pays envers justement le rapport, dans le fond, du groupe de travail 2 du GIEC, mais aussi je fais partie de la délégation de l'IPBES, en fait, c'est moins connu, c'est l'équivalent du GIEC, mais sur la biodiversité. Donc, j'ai fait partie aussi de la délégation canadienne pour assurer, en fait, que les négociations font du sens d'un point de vue scientifique et sont supportées par la littérature. Ensuite aussi, c'est de participer activement, plus ou moins activement, mais en tout cas quand même activement, à l'inclusion des connaissances scientifiques dans les prises de décision des différents paliers gouvernementaux, mais essentiellement au niveau fédéral, considérant que je suis un chercheur fédéral. Donc, si on vient à mon programme de recherche, mes principaux thèmes de recherche sont orientés sur les espèces en péril et en déclin, les dynamiques des perturbations naturelles et anthropiques pour justement mieux connaître la dynamique de l'écosystème et d'être en mesure de pouvoir s'assurer un développement durable des ressources. Un aspect un peu plus orienté sur les oiseaux en tant que tel, donc la connectivité migratoire, mieux connaître la migration des oiseaux, la relation pour les oiseaux migrateurs entre qu'est-ce qui se passe sur les terrains, les aires de reproduction au nord par rapport à ce qui se passe au sud dans les aires d'hivernage, puis de mieux connaître le cycle en fait annuel complet des oiseaux. J'aborderai pas ce élément-là parce que c'est moins appliqué au CEF si on veut, là, mais n'hésitez pas à me voir, je pourrais vous en parler. Puis un autre aspect ensuite, c'est l'impact des changements climatiques. Donc j'ai sélectionné quelques projets qui sont en cours actuellement, qui touchent quelques éléments de ces thèmes-là. Donc, le premier, en fait, c'est de travailler, justement, comme Osvaldo a montré un peu, on a des données informatiques, Jessica aussi a montré des données, dans le fond, de LIDAR ou satellitaire, c'est comment, dans le fond, utiliser les outils qu'on a en main pour mieux supporter, dans le fond, les prises de décision. Comme par exemple ici, c'est de travailler avec du LIDAR pour établir une cartographie fine de l'habitat de la grive de Bicknell à fine résolution pour aider, justement, l'aménagement ou le développement de la ressource en respectant, dans le fond, l'habitat essentiel de l'espèce en péril. Puis, dans le fond, Francis Lessard, qui est professionnel de recherche à l'Université Laval, a travaillé sur ce modèle-là. Le modèle est prêt, on est en train de travailler sur le manuscrit. Puis, on a un volet 2, en fait, de ce projet-là qui vise à travailler spécifiquement sur le développement éolien, puis de voir l'empreinte, en fait, du développement éolien dans l'habitat de la grive de Bicknell, parce que le développement éolien se fait en altitude. La grive de Bicknell se trouve en altitude, donc il y a un conflit là qui est important à mieux comprendre puis avoir des outils pour travailler. Ensuite, un autre élément sur les espèces en péril et en déclin. Jérémy Tixier, qui fait sa maîtrise à l'Université Laval, avec moi et André Desrochers, dans le fond, travaille sur mieux comprendre le martinet ramoneur. Je pense qu'il y a une espèce menacée au Canada, mais je pense qu'il n'y a pas d'une espèce qui est plus associée au milieu urbain, parce qu'elle niche, dans le fond, dans les cheminées. Elle utilise beaucoup le milieu anthropisé, mais c'est une espèce qui, avant la colonisation, qui était en forêt, donc, mais on connaît très peu, en fait, son utilisation dans les habitats naturels. On met des petits émetteurs sur le martinet qui niche dans une très grande cheminée au lac Édouard, dans le coin de la Tuque, puis on cherche le nid du martinet. Donc, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est complètement fou comme projet. Mais bref, on a mis des tours qui détectent les nanotags, puis on fait de la recherche en forêt, puis on a réussi à trouver 5 nids en 2-3 ans de terrain. Un des nids qui est vraiment cool, en fait, c'est l'érable à sucre qu'on voit là, qui est comme une cheminée naturelle. Donc, c'est vraiment le nid typique qu'on peut penser du martinet ramoneur. Mais on voit aussi beaucoup, en fait, de nids dans des bouleaux jaunes vivants, de très gros diamètre, qui a une branche cassée principale, puis dans le fond, qui a une carie à l'intérieur, puis le martinet va nicher là. Donc, en tout cas, c'est des résultats qui sont quand même assez intéressants. Puis on vise, dans le fond, supporter le développement de mesures de protection pour le martinet ramoneur à l'échelle, dans le fond, de la province, et peut-être plus loin que ça. Un autre volet, en fond, sur le volet de perturbations naturelles et anthropiques, je présente ici un petit peu un aperçu du projet de maîtrise de Myriam Lemieux, qui fait sa maîtrise à l'UQAC avec moi puis Jacques Barzabal. Puis dans le fond,
Patricia a parlé des coupes progressives irrégulières, ben, il s'en fait un peu en forêt boréale. Dans le fond, ici, c'est une question que le Forêt Faune et Parc, dans le fond, des gens de la DRF puis du secteur forêt se demandent est-ce que, dans le fond, ces coupes-là permettent de conserver des attributs de vieille forêt à l'échelle du paysage, puis de maintenir aussi, de contribuer à l'enjeu de structure interne de bois mort, en fait. Donc, on utilise le picadon noir comme une espèce, c'est une espèce indicatrice des vieilles forêts et des bois morts. On utilise le picadon noir à voir comment le pic, dans le fond, sélectionne l'habitat, puis voir sa productivité dans des vieilles forêts et dans des forêts de ces pics. Ensuite, aussi en lien avec cet enjeu-là, dans le fond, je vous invite à aller voir le poster de Inès, le poster 14, Inès Diamant, dans le fond, qui fait sa maîtrise avec Hubert Morin, Jacques Barzaval, Maxence et moi à l'UQAC, qui vise à mieux comprendre, dans le fond, les microstructures, Patricia en a touché un mot, mais les microstructures d'habitat sur les arbres, puis aussi de voir comment que les espèces d'oiseaux se distinguent, dans le fond, dans différents types de vieilles forêts. On utilise pour ça des appareils d'enregistreurs automatisés qu'on déploie dans les forêts, puis on peut mieux comprendre la relation, en fait, entre la diversité des oiseaux puis la structure fine des forêts. Un autre élément de mon programme de recherche, c'est les changements climatiques. Donc, un des éléments qui est, on connaît quand même certains éléments à grande échelle pour l'impact des changements climatiques, mais de mieux comprendre, dans le fond, la variabilité qu'il peut y avoir entre les régions d'un même biome, par exemple. Je pense que c'est des éléments qui méritent d'être mieux approfondis. Puis on a quelques projets là-dessus en utilisant l'ANSYS 2, dans le fond, qui est un modèle de paysage forestier qui permet de simuler les processus à l'intérieur du paysage, à l'intérieur du peuplement, mais aussi du paysage. Puis dans le fond, comme par exemple ici, on s'est intéressé à mieux comprendre l'impact, comment les espèces d'oiseaux, dans le fond, c'est quoi les impacts des changements climatiques sur certaines espèces d'oiseaux, en comparant, dans le fond, le nord-est de l'Alberta avec le centre-ouest du Québec. Puis, dans le fond, une histoire courte, c'est que pour les espèces qu'on retrouve dans les deux régions, bien, on a des tendances qui peuvent être quand même un peu similaires, donc des tendances à la baisse, mais c'est pas nécessairement les mêmes agents de changement qui vont influencer, dans le fond, les changements de tendance. Comme par exemple, dans l'ouest, pour la période du Canada, c'est surtout l'aménagement forestier, en fait, qui va amener son déclin, tandis que dans le centre du Québec ouest, ben, c'est surtout le changement de feu dû par le changement climatique qui va amener son déclin. Je vous invite à aller voir dans le fond, les présentations, super bloc de changement climatique, présentation de Yann Boulanger, puis de Guillemette Labadie, dans le fond, jeudi, ça n'a pas manqué, il va y avoir plus d'informations sur ce type de projet-là. Yeah! Un autre élément aussi en lien avec les changements climatiques, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, qui nécessite en fait de travailler avec des modèles qui sont quand même assez spécialisés. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens, c'est des travaux collaboratifs, donc c'est vraiment encouragé, puis je pense que c'est aussi une des façons de faire maintenant la science, c'est de travailler beaucoup en équipe. Puis je voulais juste amener un petit peu un élément ici sur l'initiative, le Western Boreal Initiative, dans le fond, qui est une initiative pour modéliser, dans le fond, dans l'ouest de la forêt boréale, prédire ou simuler, dans le fond, l'impact des changements climatiques sur plusieurs enjeux, les oiseaux, le caribou forestier, la séquestration de carbone, la productivité, bref, il y a comme plein de monde qui travaille là-dessus. Moi, je fais partie de ce projet-là qui est mené, en fait, par plusieurs personnes, on peut le voir ici, mais bref, c'est que ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille, puis idéalement, dans le fond, si je idéalise un peu le futur, ce serait d'être en mesure de pouvoir travailler, en fait, à l'échelle nationale, puis de pouvoir travailler sur des simulations qui sont intégrées sur plusieurs enjeux pour mieux, en fait, comprendre puis prendre des décisions en lien avec l'adaptation au changement climatique. Dernièrement, en fait, sur les changements climatiques, ben c'est ça, je parlais de plusieurs enjeux. Un des éléments sur lesquels on travaille, ça c'est un projet sur le territoire du Nord-Ouest, ben, c'est de voir justement comment on peut lier la conservation de plusieurs espèces. Puis ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a regardé, on a utilisé nos projections d'impact sur les changements climatiques des oiseaux et des caribous, de voir spatialement et temporellement, est-ce que ça marche, est-ce qu'on peut justement travailler sur plusieurs enjeux avec des solutions qui sont peut-être un peu plus simples, puis qui permettent de toucher à plusieurs enjeux. Donc, c'est des éléments sur lesquels on travaille assez fort en équipe. Je vois le temps file. Dernièrement, dans le fond, je suis vraiment content de pouvoir avoir un succès pour la première fois de ma vie au CRSNG. J'ai appliqué plusieurs fois comme étudiant, j'ai jamais eu de succès. Mais là, j'ai réussi cette année avec une bourse de découverte sur l'introgression, la phylogéographie, la niche écologique, puis l'implication pour l'éclat des pics boréaux néo-arctiques. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ça? C'est que, dans le fond, en forêt boréale canadienne,
on a deux espèces de pics boréaux, donc le pic à dos noir et le pic à dos rayé. C'est des espèces qui vivent en sympatrie, mais il y a des espèces, ces deux espèces-là, du moins au Québec, présentent des déclins vraiment importants, ne sont pas nécessairement sous le radar du COCEPAC qui recommande, dans le fond, des statuts d'espèces menacées au Canada. Puis, dans le fond, l'idée du projet, c'est d'aller chercher de l'information sur, oui, OK, qu'est-ce qui peut causer le déclin de ces deux espèces-là dans l'est du pays, de mieux comprendre, dans le fond, la relation phylogéonétique sur, ça se dit pas ça, mais en tout cas, bref, les flux génétiques, les flux génétiques, puis de voir aussi la sélection d'habitat, comment la niche écologique se distingue entre les deux espèces, parce qu'il peut y avoir justement une compétition du pic à dos noir versus le pic à dos rayé sur l'espace qu'occupe, dans le fond, dans l'est du pays. Bref, il va y avoir des travaux qui vont se faire là-dessus. Je serai à la recherche d'étudiants gradués. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Puis, c'est ici que je termine ma présentation. Merci.